Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Le Sénat a adopté la semaine dernière une proposition de loi pour lutter contre le logement insalubre. La France compte actuellement 450 000 logements insalubres. Cette proposition de loi prévoit de durcir les sanctions contre les marchands de sommeil, c'est-à-dire les propriétaires qui louent de tels logements. Les sénateurs ont adopté ce texte 7 mois après le drame de la rue d'Aubagne dans le centre de Marseille où plusieurs immeubles se sont effondrés, faisant 8 morts. C'est d'ailleurs le sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Bruno Gilles, qui a déposé cette proposition de loi. Bruno Gilles étant également candidat à la mairie de Marseille. Comment lutter contre le logement insalubre? Tout de suite, le débat au Sénat. À l'article 1er grand A, j'ai une demande de prise de parole de Monsieur Roland Courteau. Merci Madame la Présidente. Notre collègue Annie Guillemot disait « Quand il existe entre 450 000 et 600 000 logements insalubres en France, dont 70 000 outre-mer, la lutte contre l'habitat insalubre est un impératif national. » Et elle ajoutait « C'est pourquoi nous soutenons les mesures de la proposition de loi, l'accélération des procédures et le renforcement du contrôle et des sanctions. » Et je reprends volontiers ces propos pour évoquer la situation du département de l'Aude. Voilà ce que notait la DDTM de mon département. Je cite « De nouvelles situations apparaissent, copropriétés récentes à la dérive, copropriétés anciennes, désorganisées ou inorganisées en vue de dégradation, location de tout et n'importe quoi, à n'importe quel prix, en zone de marché tendu, voire division abusive de logements ou de maisons dans un objectif de rentabilisation maximale. » C'est clair, c'est net, c'est précis, et j'ajouterai que près de 20 000 logements sont potentiellement indignes dans l'Aude et plus de 41 000 personnes sont concernées. Ce parc de logements indignes est en constante augmentation. 2 ménages sur 5 sont des propriétaires occupants et les ménages de plus de 60 ans sont particulièrement concernés, 37% des logements potentiellement indignes. Près de 5% des résidences principales dans l'Aude sont des catégories cadastrales les plus médiocres, contre 3,8% en Occitanie. Pas de WC, absence fréquente de locaux d'hygiène, qualité de construction vétuste. Cela représente près de 8 300 logements qui sont le noyau dur, cible des actions de lutte contre l'habitat indigne. Et au sein de ces logements, 40% sont occupés par des ménages précaires aux revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Voilà quelques-unes des raisons, Madame la Présidente, qui font que je soutiendrai volontiers cette proposition de... Merci. Toujours pour une prise de parole sur l'article 1er grand A, Madame Lienemann. Chers collègues, les propositions de notre collègue Bruno Gilles et le grand travail de qualité qui a été fait par la Commission et tout particulièrement par Madame Estrosi Sassone méritent d'être soutenus. Pour autant, je ne voudrais pas que nous nous illusionnions excessivement, car vu l'ampleur des problèmes, je crains qu'il ne suffise pas d'améliorer techniquement les dispositifs législatifs existants. On aura l'occasion de parler, je l'espère, à la loi de finances des besoins financiers et Mme Estrosi Sassone a justement mis en exergue qu'un certain nombre de décisions auraient pu être prises si les procédures parlementaires ne bridaient pas nos initiatives comme elles le font aujourd'hui. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que rien n'est possible sans la volonté politique des élus et sans la persévérante détermination de l'État. Il se trouve qu'en 2002, j'ai signé, au nom du gouvernement, un protocole d'éradication de l'habitat insalubre avec la ville de Marseille. Dans ce protocole se trouvait l'îlot Noailles, dans lequel il y avait la rue d'Aubagne. Dès 2002, était prévue la démolition et la reconstruction, ou bien la rénovation, de toute une série des immeubles, dont ceux qui sont tombés hélas, il y a peu de temps. Alors, je me suis beaucoup interrogée, pourquoi, alors que c'était signé un double engagement de l'État et de la ville, tout cela n'a pas eu lieu. J'ai observé qu'à peine on avait signé la convention, 1 an et demi ou 2 après, toutes les procédures qui avaient été mises en œuvre pour veiller à ce que dans la durée, la politique soit menée,
toutes les politiques qui avaient été mises en œuvre, en particulier pour des logements passerelles. Parce que pourquoi la plupart des maires ont du mal à dénoncer l'insalubrité, c'est qu'il faut reloger les gens et qu'ils ont déjà des tas de demandes de logement auxquelles ils ne peuvent pas pourvoir et des tas d'allos qui sont en train d'attendre. En tout cas, l'État, puisque c'est quand même de sa compétence, n'a pas eu la persévérance de mettre en œuvre le protocole et la ville de Marseille a manifestement considéré que ce n'était pas aussi essentiel que cela pour interpeller l'État. Et donc, nous avons besoin d'une détermination de l'État et donc d'une responsabilité des uns et des autres en cas de défaillance quand on met en œuvre des politiques publiques. Et la deuxième chose, j'ai acquis la conviction que s'il n'y a pas la vigilance citoyenne, c'est-à-dire des comités de suivi avec des associations de locataires, des associations de relogement qui doivent être institutionnalisées et pérennes, on aura beau améliorer les lois, si on ne s'en saisit pas pour l'action, ce sera hélas bien insuffisant. La parole est à Madame Samia Ghali. Oui, merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais, mais tout à l'heure mon temps était tellement court que je n'ai pas pu le faire, mais je tenais quand même à le faire, à remercier le ministre. Remercier l'État pour le travail qui a été mené à Marseille, l'accompagnement auprès des Marseillais, parce que lorsqu'il est fait, il faut aussi le souligner. Et ce que vient de dire ma collègue Marie-Noëlle Lienemann, à juste titre, montre bien ô combien. Bien sûr que, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la loi qui aurait empêché ce qui s'est passé à la rue d'Aubagne. Parce qu'il y a malgré tout quand même des outils qui auraient pu permettre d'éviter cela. Et je ne voudrais pas qu'on se cache derrière cette PPL, même comme je l'ai dit, si elle est nécessaire parce qu'elle permet aussi d'améliorer les choses. Et la présidente et de la commission ainsi que madame la rapporteure ont fait un travail exceptionnel, et tant mieux, parce que je pense qu'on n'en fera jamais assez concernant le logement. Mais il faut savoir encore aujourd'hui qu'il y a encore des gens qui ne sont pas relogés, qui attendent, qui sont dans des hôtels, meublés, qui sont dans des hôtels tout court, dont les enfants sont séparés des parents. Ça a été chaotique au niveau scolaire parce que lorsqu'on vit dans un hôtel, dans une chambre de 10 mètres carrés, c'est pas comme ça qu'on peut réussir malheureusement scolairement, et surtout où on peut se retrouver dans une vie familiale. Des gens qui sont retrouvés dans une situation inacceptable et insupportable. Alors moi je tenais par là même déjà à vous dire, monsieur le ministre, même si le travail n'est pas terminé, il reste encore à être vigilant parce que les Marseillais attendent 34 000 logements vides aujourd'hui à Marseille, qui ne sont pas loués, qui sont complètement libérés et qui n'attendent que des locataires. Et pour autant, on a des gens qui attendent encore un logement. Il y a encore des Marseillais qui attendent tout simplement qu'on leur permette d'avoir un logement décent. Alors oui, il faut aussi que sur cette question-là, c'est aussi une question de volonté politique, parce qu'il peut y avoir tous les outils que l'État peut mettre en œuvre. Si derrière, il n'y a pas la volonté politique de territoire, alors on n'y arrive pas. Et je voudrais aussi dire que là aussi, parce qu'on parle beaucoup des propriétaires qu'il faut sanctionner, et tant mieux, et c'est important, et cette loi elle va permettre aussi cela, d'être très sévère envers les propriétaires. Mais il faut être aussi intransigeant en travers les maires qui ont aussi une autorité, les collectivités locales qui ont l'autorité à faire les choses et qui ne les font pas et qui font semblant de ne pas les voir. Merci. La parole est à Monsieur Fabien Gay. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bon, c'est plutôt agréable d'avoir ce type de débat, Monsieur le Ministre, parce que je vous le dis, vous n'êtes pas responsable de cette question-là. La question du logement insalubre, elle nous est posée, j'ai envie de dire, depuis des décennies. Et sans vous faire injure, comme vous ne serez plus ministre, je pense que nous aurons affronté aussi ce problème-là. Mais comment nous pouvons faire pour le réduire considérablement ? Évidemment, nous allons voter cette proposition de loi. Mais pour nous, il y a deux trous dans la raquette. La première chose, c'est que quand nous touchons à la question du logement insalubre, je le dis et je le redis, nous touchons beaucoup d'autres questions. Nous le voyons, c'est des familles extrêmement précarisées. C'est la question de la santé, de l'accès à l'emploi. Donc en vérité, le logement, je dirais le symptôme de beaucoup d'autres problèmes que le logement ne peut pas régler. Donc c'est une politique globale. Et là, pour le coup, vous êtes responsable, je le dis, pas vous directement, mais votre gouvernement, de l'accroissement des inégalités
qui touche beaucoup de familles populaires dans ce pays. Et on a une question, c'est qui va payer? Parce qu'on a différentes situations. Il y a la question du logement collectif, il y a la question des copropriétés privées et il y a la question du logement individuel. Et en réalité, le logement insalubre est en train de toucher de plus en plus le logement individuel. Donc en réalité, c'est un véritable plan Marshall qu'il va nous falloir si on veut résorber considérablement la question du logement insalubre en France. Et la deuxième chose, là où il y a un trou dans la raquette sur cette proposition de loi, c'est que si nous voulons mettre fin au logement insalubre, il y a la question du relogement. Et moi, je le dis, la responsabilité première là-dedans, c'est l'État. Les collectivités ne peuvent pas gérer tout seules. Ça, c'est votre responsabilité. Et aujourd'hui, on manque considérablement de places, d'abord d'urgence, mais aussi de construction de logements sociaux. Et là, vous avez une grande part de responsabilité. Donc, là, c'est une première pierre, je dirais, à l'édifice, mais ça va nous demander beaucoup de réflexion, beaucoup de projets de loi, et surtout au moment du projet de loi de finances, pour résorber ce problème. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais juste rebondir rapidement, mais je crois que c'est important. Monsieur le sénateur Gay, vous dites que je n'en ai pas la responsabilité. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de faire en sorte que... je reprends la responsabilité. Non, je l'ai dit parce que je voudrais pointer du doigt un élément qui est, et on a eu l'occasion d'en débattre à de nombreuses reprises avec vous et vos collègues, je crois que s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas me reprocher, c'est de pas, dès le début, avoir fléché ce fléau pour faire en sorte que des solutions nouvelles puissent être trouvées et faire en sorte que ce que décrivait la ministre Lienemann ne se reproduise pas. Ironie tragique de l'histoire, lorsque j'annonce cette grande initiative de lutte contre les copropriétés dégradées, je le fais 3 semaines avant le drame de la rue de Bagne à Marseille. Et ce plan de lutte contre les copros dégradés, on l'a établi avec les élus locaux. 3 milliards d'euros, avec des instruments totalement innovants, parce qu'on savait très bien qu'il y avait un énorme trou dans la raquette qu'étaient ces copros dégradés de grande ampleur, et qui touchent Marseille, et qui touchent d'autres territoires. Et j'ai eu l'occasion de lancer des comités de pilotage de résorption dans beaucoup de parties de notre beau pays. La lutte contre les marchands de sommeil, on a considérablement renforcé les sanctions. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que depuis l'application de la loi, ça y est, enfin, les premières décisions de justice tiennent compte, et notamment la réquisition obligatoire du bien du marchand de sommeil. Parce que ce qui était insupportable, et ce qui le reste, mais justement, à Bobigny, des premières décisions sont prises. Mais ce qui est insupportable, quand on lance la chose avec la garde des Sceaux, c'est à Pierrefitte, il y a 4 mois, où on dit on aura 6 départements de mise en œuvre accélérée. On va sur les sites d'un marchand de sommeil. Et vous savez ce qui se passe? C'est qu'au moment où il y a toutes les caméras, tout le team de la visite ministre, c'est le marchand de sommeil qui débarque. Vous vous rendez compte le sentiment d'impunité qui anime ces personnes? Quand vous voyez que dans le 18e arrondissement de Paris, Max Dormois, la mairie fait une procédure de réquisition, d'expropriation, au moment où le marchand de sommeil est condamné. Le marchand de sommeil est condamné à plusieurs centaines de milliers d'euros. Dans le cadre de l'expropriation, la mairie a dû verser 6,7 millions. Mais dans quel monde vit-on? Et donc ça, par la loi Elan, c'est fini. C'est plus possible de verser des choses pareilles. Et ça, on a tapé très fort. De toute manière, ces marchands de sommeil, il faut que ce sentiment d'impunité cesse et il faut les considérer comme des vrais trafiquants de drogue. Et c'est ça le sens de tout ce qu'on a pris dans la loi Elan et qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en œuvre. Et là, vous avez raison, c'est qu'il fallait travailler main dans la main, ministère de la Ville du Logement et ministère de la Justice. Et on l'a fait. On a enfin co-signé ensemble les instructions qu'on a données. Est-ce que tout change du jour au lendemain? Très certainement pas, il faut aller encore plus vite. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette responsabilité, moi je l'ai bien chevillée au corps. Et je peux vous dire qu'on va se battre très fort pour y aller. Et ce plan Marshall, c'est les copros. L'ANA, par exemple, tout à l'heure, qui va payer? C'est une question que vous posez. Mais il y a un truc qui ne pouvait pas marcher. Si vous alliez dans une copro, vous dites, il y a des travaux d'office à faire.
Mais comment vous faites quand la copro n'est pas en mesure de financer ses travaux d'office? Et vous pouviez attendre, c'était le cas sur Marseille par exemple. Et moi j'ai proposé à la municipalité, et qu'on a développé dans les 6 départements de mise en œuvre accélérée, de dire, on sait très bien comment ça va se passer, la mairie prend le décret, l'arrêté, pardon, à ce moment-là, on dit aux propriétaires, faut payer, les propriétaires, dans beaucoup de cas, n'ont pas les moyens de payer ou font traîner, et donc à ce moment-là, on se retrouve avec un immeuble qui fait mine de s'effondrer et qui peut s'effondrer. Ben là, moi, j'ai proposé que l'État se supplée et passe de 50% à 100%. C'est ce qui a été fait, notamment, dans plusieurs départements, dont celui de Madame la rapporteure. Il faut y aller à fond là-dessus. Encore une fois, tout ça, est-ce que c'est un plan Marshall? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'on s'en donne les moyens. Maintenant, il faut le mettre en place de manière accélérée. Et on a 6 territoires de mise en œuvre accélérée de tout cela, dont les Bouches-du-Rhône, dont les Alpes-Maritimes, dont l'Essonne, dont le Val-de-Marne, dont les Hauts-de-France, dont la Seine-Saint-Denis, qui sont extrêmement importants. Merci, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, nous avons une trentaine d'amendements à examiner. Nous allons tenter de les examiner tous ce soir, si c'est possible. À l'article 1er grand A, un amendement 1 rectifié quinquies, c'est Monsieur Decaule qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Cet amendement, co-signé par 24 de nos collègues, concerne le diagnostic technique global, qui est un bon dispositif. Ce diagnostic permet d'informer les copropriétaires sur la situation générale de l'immeuble et d'envisager d'éventuels travaux mis en œuvre dans le cadre d'un plan pluriannuel de travaux. Nous pensons qu'il est préférable de prévoir un diagnostic technique global obligatoire pour les immeubles construits depuis plus de 20 ans et soumis à la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cela semble plus pertinent compte tenu de l'évolution normale des immeubles construits depuis moins de 20 ans. On sait très bien que depuis moins de 20 ans, l'état de ces immeubles n'est pas le même et il ne nécessite pas de nouveaux travaux importants sur une temporalité aussi courte. Merci. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? Merci Madame la Présidente. L'avis sera donc une demande de retrait ou un avis défavorable. Comme on a pu déjà en discuter en commission, moi-même je me suis interrogée sur le périmètre des immeubles qui pouvaient être concernés par l'obligation du diagnostic technique global. J'ai finalement choisi de proposer des immeubles construits de plus de 15 ans pour rendre obligatoire ce diagnostic technique global, soumis bien sûr ces immeubles aux règles de copropriété. Pourquoi je considère que votre amendement n'est pas opportun en la matière? Parce que ce report conduira de fait à reporter le moment où seront réalisés les travaux. Et je pense véritablement que ce qui est important aujourd'hui, c'est de mieux sensibiliser les copropriétés pour qu'elles puissent être le plus à même possible de pouvoir réaliser les travaux dans les délais qui sont les plus court possible, autant que faire se peut. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé, et nous maintenons cette proposition, de rendre obligatoire le diagnostic technique global pour les immeubles construits de plus de 15 ans et non pas de plus de 20 ans. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? J'aurai exactement le même avis pour strictement les mêmes raisons. Monsieur Decaule, souhaitez-vous retirer votre amendement? Qui peut le plus, peut le moins. Vous avez presque réussi à me convaincre. Je retire l'amendement. Merci. Je vais mettre aux voix l'article 1er grand A qui est pour son adoption, qui est contre, il est adopté. Après l'article 1er grand A, un amendement 10 rectifié quater. C'est Madame Guillemot qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. La loi Elan prévoit une massification de la vente de logements sociaux, voire d'immeubles entiers. Le plan de mise en vente annexé à l'accuse vaut autorisation de vente pendant 6 ans sans autre encadrement ultérieur. Vous avez ouvert la possibilité pour les organismes vendeurs de mettre en place un dispositif de mise en copropriété différée. C'est une bonne chose pour sécuriser les accédants. Toutefois, nous pensons qu'il faut aller plus loin. La vente de logements sociaux ne doit pas mettre en danger la situation financière des ménages ou la qualité du bâti vendu, ni générer de nouvelles copropriétés dégradées que nous tentons d'ailleurs de combattre dans ce texte. Pour cela, et notre amendement rejoint celui de notre collègue Valérie Létard, il faut prendre des mesures de prévention des risques de dégradation des copropriétés.
Notre amendement propose donc que les plans de vente comprennent les données relatives au bâti. La seule condition minimale d'habitabilité et de performance liée au seul logement ne paraît plus en effet suffisante. Ainsi, le plan de vente prévu par l'ACUS pourrait comporter pour chaque immeuble destiné à la vente un état descriptif de l'état du bâti et des équipements mentionnant les gros travaux réalisés les 5 dernières années et les travaux d'amélioration que l'organisme prévoit d'engager le cas échéant. Cette mesure de transparence nous paraît essentielle pour éclairer toutes les parties prenantes de la vente de logements sociaux et prévenir la dégradation de copropriétés nouvelles. Je profite de cet amendement, Monsieur le Ministre, pour vous demander à nouveau de mettre en place un comité de suivi et de veille des ventes de logements sociaux et d'y associer les élus locaux et les parlementaires. Et puis pour revenir sur le point précédent, moi je tiens à témoigner, pour l'avoir vécu, que l'opération de Bron-Terraillon, qui a fini en 1960, dans les années 60, a été, dès dans les années 75, en état presque de sauvegarde. Donc il faut agir beaucoup plus vite et ça va très vite malheureusement. Quel est l'avis de la commission, Madame le rapporteur ? L'avis de la commission est un avis favorable parce qu'il s'agit là de reprendre une disposition que nous avions adoptée dans le cadre de la loi Elan et qui malheureusement n'avait pas survécu à la CMP, et donc par souci aussi de cohérence avec ce que nous avions fait dans la loi Elan, l'avis est favorable à cet amendement. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre ? Merci Madame la Présidente. Moi j'aurais un avis de retrait parce que je considère que l'amendement est satisfait. Mais je conçois qu'on n'ait pas la même analyse de la chose. C'est un sujet sur lequel, Madame la rapporteure l'a dit, on a beaucoup travaillé dans le cadre de la loi Elan. Et d'ailleurs je vous remercie Madame la sénatrice, vous avez évoqué un certain nombre de possibilités offertes par la loi Elan qu'on a mis en œuvre. Je pense notamment à cette ordonnance sur la propriété différée des parties communes que j'ai présentée en Conseil des ministres il y a tout juste quelques semaines et qui avait été prévue dans la loi Elan. Dans la loi Elan, on a mis aussi un certain nombre de gages parce que, et je veux être très clair avec vous, en aucun cas, nous ne devons aujourd'hui recréer des copropriétés de demain. Ma responsabilité, c'est de lutter contre celles qu'on a aujourd'hui, mais c'est surtout pas de recréer un stock de copro dégradés. Et donc j'y suis extrêmement vigilant. Mais dans la loi Elan, au-delà de cette propriété différée, on a obligé la possibilité, lorsque un logement était vendu, d'avoir cette période de 10 ans pendant laquelle le propriétaire pouvait rétrocéder en fait son bien aux bailleurs sociaux. Mais on a aussi fait en sorte que dans la CUS, celle-ci décrit l'état du bien et de l'ensemble d'immeubles au moment où la vente est opérée. On a aussi fait en sorte que dans le plan de vente, que le plan de vente inclus dans les CUS comprenne bien les documents relatifs aux normes d'habitabilité et de performance énergétique. Tout ça, ça a été renforcé et inclus. Et d'ailleurs, ce que dit in fine la loi Elan, c'est que le travail d'information du futur accédant à la propriété doit être une des mesures les plus importantes mises en place dans le cadre de l'opération de vente. Et quand on parle d'habitabilité, on parle de tout ce qui est gros œuvre, on parle des documents faits sur les derniers travaux effectués et ceux à prévoir. Donc moi, je considère que c'est satisfait, d'où cette demande de retrait, tout en sachant, encore une fois, que je partage le même objectif. Je veux juste être sûr que ce ne soit pas trop compliqué à mettre en œuvre par les bailleurs sociaux. Mais encore une fois, on regarde un objectif que nous partageons. S'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis favorable de la commission et donc défavorable du gouvernement. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Après l'article 1er, un amendement 31 rectifié bis, c'est Madame Létard qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Madame la Rapporteure. Tout d'abord, je n'ai pas eu l'occasion de le faire tout à l'heure, mais saluer évidemment non seulement l'initiative de la proposition de loi, mais l'énorme travail qui a été fait par la rapporteure et toute l'équipe de la Commission. Et vraiment les saluer parce que c'était vraiment un travail de fond nécessaire. Cet amendement 31, il rejoint évidemment très fortement la proposition d'amendement qui vient d'être présentée par Annie Guillemot. Dans l'amendement 31 que nous présentons avec le groupe, il s'agit effectivement d'inscrire, de prévoir un plan de prévention des risques de copro dégradés qui soit directement intégré à la convention d'utilité sociale que chaque office HLM doit conclure pour faire part de sa stratégie patrimoniale.
on le sait bien, et ça a été rappelé, pour combattre contre l'habitat indigne, plus on agit en amont, et plus on a effectivement de chances d'éviter de se retrouver dans les situations que nous connaissons. Annie Guillemot a rappelé la situation de Bron, il y en a beaucoup des situations comme ça. Dans le cadre de la loi Élan, ça a été rappelé, les moyens ont été déployés pour permettre la réalisation d'un objectif de 40 000 ventes de logements, et on sait bien que dans ces 40 000 ventes de logements, il y a déjà des exemples. J'ai assisté dans mon propre arrondissement à une initiative qui a d'ailleurs dû nécessiter l'intervention du sous-préfet pour arrêter le programme de vente parce que des ventes étaient engagées sur du patrimoine dégradé à destination de ces locataires et qu'on s'en allait tout droit vers une situation vraiment de futur coprodégradé. On est au démarrage. Ce sont les prémices, mais on voit bien que dans un contexte où on n'a pas, au travers du plan, en tout cas, de vente de patrimoine pris dès le départ, toute assurance que les logements qui vont être vendus sont des logements qui ne sont pas dégradés ou pour lesquels il y aura la capacité pour le ménage qui l'acquiert de réaliser les travaux, mais en tout cas des dispositions prises en amont pour qu'il n'y ait pas de risque d'avoir très vite des situations qui risquent d'amener vers les coprodégradés, moi, il me semble qu'on ne fait pas notre job. On est en train de travailler sur les conséquences, essayons de travailler sur les causes. Il ne s'agit pas de remettre en cause la loi Élan ni l'objectif qui est celui de la loi Élan, mais de s'assurer véritablement qu'en lien avec les élus locaux et les bailleurs, on ait pris toutes les dispositions pour que les acquéreurs, le type de logement et la façon dont on va pouvoir déployer des outils pour que demain, effectivement, ces ventes n'amènent pas à des situations dramatiques, on ne ferait pas notre travail, ni l'État, ni nous les élus, c'est se prémunir et accompagner les élus dans une stratégie qui doit avancer dans le bon sens. Merci. Quel est l'avis de la commission, Madame le rapporteur ? Alors, je voudrais d'abord dire à Valérie Létard et à l'ensemble de ses collègues, comme pour l'amendement précédent d'Annie Guillemot, que bien évidemment, on comprend complètement les inquiétudes légitimes qu'elle porte au sujet de la dégradation des copropriétés. Alors, j'ai proposé, au regard de ce que nous avons fait dans Élan, de donner un avis favorable effectivement à l'amendement d'Annie Guillemot, qui va dans le sens de la prévention de la dégradation des copropriétés nées de la vente de logements sociaux. L'amendement de Mme Guillemot prévoit que la CUS indiquera l'état descriptif de l'état du bâti et des équipements, ainsi que les travaux réalisés au cours des 5 dernières années et les travaux d'amélioration que le bailleur social prévoit d'engager. Il me semble donc préférable d'en rester là, d'adopter ces dispositions qui sont plus précises, dans lesquelles les bailleurs sociaux s'engagent sur les travaux qu'ils envisagent véritablement de réaliser, plutôt que de prévoir, comme le propose l'amendement de Valérie Létard, un plan de prévention qui risque de comprendre des dispositions qui restent très générales sans avoir une véritable portée. Et aussi, donc, surtout par souci de cohérence, j'en resterai là au regard de ce qu'on a fait dans Élan, et donc je demanderai ou le retrait de cet amendement ou l'avis sera défavorable. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Merci Madame la Présidente. J'aurais aussi un avis de retrait, sinon défavorable, mais je veux vraiment être très clair dessus par rapport à ce que disait à juste titre Madame la sénatrice Létard. Le Code de la construction et de l'habitation, qui avait été renforcé dans le cadre de la loi Élan, il prévoit déjà le respect des normes d'habitabilité et thermique minimale pour qu'un appartement puisse être vendu, un appartement social puisse être vendu. Ça, c'est déjà une obligation. Donc, lorsque le sous-préfet interdit l'opération que vous indiquez, c'est juste la stricte application de la loi. Et je crois que c'est très important, c'est-à-dire que ce n'est pas la volonté d'un sous-préfet qui serait meilleur que les autres sous-préfets et plus attentionné. Non, c'est la loi, on y est extrêmement vigilant, c'est notre rôle à nous toutes et tous. Je crois que c'est important de le redire parce que la loi doit être appliquée partout et le sens de la loi Élan, c'est de faire en sorte que si le respect habitabilité et thermique minimale n'est pas respecté, l'opération de vente évidemment ne peut pas se faire. Le deuxième élément, par rapport à ce que disait Madame la sénatrice Guillemot, c'est que l'article 88 de la loi Élan, il prévoit déjà l'obligation par l'organisme vendeur d'informer l'acquéreur préalablement à la vente du montant des charges de copropriété, et on le sait toutes et tous, c'est une information qui est cruciale et très souvent, cette information n'était pas suffisamment mise en avant. Deuxièmement, des travaux du montant des charges de copro, non pas des 5 dernières années comme vous le proposez, mais des 2 dernières années.
Et troisièmement, comme vous le proposez, de la liste des travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun à entreprendre, ainsi qu'une évaluation du montant global des travaux et de code-part qui lui seraient imputables. En plus de tout ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire la copro différée, le fait qu'il y avait cette clause de rétrocession de 10 ans, etc. Donc c'est pour ça que ne voyez pas du tout dans mon propos, quand je disais retrait car satisfait, une quelconque velléité de ne pas aller dans votre sens, mais simplement parce que je crois que c'était déjà un débat qu'on a eu dans la loi Elan et auquel on a apporté. Par rapport à votre amendement, Madame la sénatrice Létard, qui est cette fois-ci non pas l'information mais le plan pluriannuel, sachez que dans l'ordonnance copropriété, qui a été, pour lequel on a une habilitation à légiférer dans le cadre de la loi Elan. La question qui est en cours de discussion, c'est d'introduire dans cette copropriété, sur la base d'un diagnostic, tous les X années, c'est ce qu'on est en train de définir dans le cadre de la concertation, un plan pluriannuel de travaux à entreprendre dans la copropriété. Et notre objectif, c'est vraiment ça, hein, c'est de dire au moment de la vente, l'habitabilité, le minimal thermique est assuré. L'information, deuxièmement, est faite et après, tout au long de la vie de l'immeuble, la copro, tous les X années, il y aura ce plan des travaux à entreprendre dans le cadre de la copropriété. Ce sera dans l'ordonnance copro. Je vous propose de vous passer l'état des discussions qu'on a dessus pour être sûr que ça répond bien à votre attente. Madame Létard, pour explication de vote, ou peut-être souhaitez-vous retirer votre amendement? Merci Madame la Présidente. Effectivement, je retirais mon amendement parce que, évidemment, nous avons voté, nous aussi, celui d'Annie Guillemot, puisqu'il est exactement dans le même esprit, si ce n'est qu'effectivement, il a un peu plus cadré les choses, on en est bien d'accord. Et que je tiens à dire quand même à Monsieur le Ministre que si Monsieur le Sous-préfet est intervenu, il a fait son travail très correctement, c'est parce qu'il y a eu une alerte de la population qui s'est retrouvée face à une situation particulière. Des locataires qui avaient envie de rester locataires, des logements qui n'étaient pas forcément des logements en très bon état et qui étaient mis en vente sans pour autant qu'il y ait un programme de travaux engagé. On voit bien qu'on est au démarrage. Si je tiens à attirer votre attention avant de retirer mon amendement, c'est que je pense que le démarrage va être compliqué, qu'il y a déjà beaucoup de plans de vente, beaucoup d'organismes qui sont embarqués maintenant dans des ventes de patrimoine, dans des barres d'immeubles. Pas global, on n'est pas sur des ventes d'immeubles en totalité, qu'on va avoir des ventes à la découpe et que sur ces ventes à la découpe, non seulement il faut regarder quel type de logement va être vendu, mais à qui on va les vendre. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, la loi, et j'espère, Monsieur le Ministre, que vous y reviendrez, ne permet pas pendant 5 ans à un acquéreur d'utiliser les financements de l'ANA pour remettre en état son logement. Et que les deux mis bout à bout, si vous avez des familles qui ont juste les moyens pour acquérir leur logement et pas d'accès à l'ANA derrière pour faire les travaux, avec des programmes de travaux dans lesquels ils devront s'engager, attention, double risque. C'est très fragile. Il y a beaucoup de logements qui vont être vendus. Quand ce n'est pas vendu en bloc, une barre d'immeuble, on peut avoir tous les problèmes. Je le dis, je retire mon amendement, mais si je le fais, c'est parce que je suis convaincue que s'il n'y a pas un suivi très près, si on ne regarde pas comment, dans les dispositifs réglementaires que vous allez mettre en place, on ne prend pas ces dispositions, organisme après organisme, territoire après territoire, on peut avoir des difficultés qu'on aurait pu éviter. Merci Madame la Présidente. Donc l'amendement 31 rectifié bis est retiré. Je mets aux voix l'article 1er grand B, qui est pour son adoption, qui est contre, il est adopté. Un article additionnel après l'article 1er B, l'amendement 27 rectifié, c'est Monsieur Gold qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Le présent amendement vise à améliorer la détection de logements potentiellement indignes. D'après le Code de la sécurité sociale, le logement doit réunir les caractéristiques de décence pour ouvrir droit aux aides au logement. Dans les faits, ces critères ne sont vérifiés que si les occupants font l'objet d'un contrôle, ce qui reste très peu probable. Ainsi, pour faire respecter le droit, les caisses d'allocation familiale ne peuvent se reposer que sur l'attestation de loyer, seule pièce justificative requise concernant le logement. Les CAF ont mis en place une grille d'auto-évaluation pour inciter les locataires à déclarer un logement potentiellement indécent. Or, les locataires n'ont pas intérêt à dénoncer leurs conditions de logement s'ils veulent obtenir les aides. Le seul moyen qui permettrait aux CAF de détecter un logement non décent serait d'être destinataire du contrat de location qui contient un diagnostic technique et un état des lieux. Le présent amendement vise donc à subordonner le bénéfice du tiers payant des aides au logement à la production par le bailleur du contrat de location. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission ?
Alors cet amendement permettra effectivement à ce que les CAF aient à disposition les éléments permettant de détecter les logements indécents ou indignes. Je me pose néanmoins une question, c'est est-ce que les CAF auront véritablement en pratique le temps d'examiner les contrats de location? Est-ce que c'est véritablement leur travail que de le faire? C'est la raison pour laquelle je donne un avis de sagesse sur cet amendement. Ministre, quel est l'avis du gouvernement? Moi, j'aurais un avis défavorable, monsieur le sénateur, pour la raison suivante, parce que je pense que le sujet que vous abordez est essentiel, il est crucial. Moi, le choix que j'ai fait, mais je vous le porte à connaissance, c'est de porter tous nos efforts sur l'arrêt du tiers payant lorsqu'on détermine que le logement n'est pas dans l'état de décence qui est nécessaire. Dit autrement, la CAF, si jamais on lui dit ab initio, vous devez vous statuer sur est-ce que le logement il est pertinent, pas pertinent, ils sont pas en capacité de le faire. C'est pas leur métier d'ailleurs. Par contre, lorsque la CAF reçoit un signalement, ce que j'ai demandé à la CAF, ce qui existait avant, mais ce que j'ai renforcé dans le cadre du dernier contrat d'objectifs stratégiques, c'est de leur dire vous arrêtez tout versement du tiers payant, enfin du financement directement au propriétaire, tant qu'il n'a pas fait les travaux. Et aujourd'hui, on repère qu'il y a à peu près 300 saisines conservatoires par mois qui sont opérées, mais que dans 95% des cas, les sommes ainsi conservées sont ensuite restituées aux propriétaires. Ça prouve que par ce biais, il y a vraiment les travaux qui sont réalisés par les propriétaires, ensuite les propriétaires qui ont remis en état leurs biens. Donc j'ai cet avis défavorable en partageant le problème, mais considérant que la solution qu'on est en train de mettre en œuvre me paraît être la plus appropriée après tous les travaux que nous avons effectués. S'il n'y a... Monsieur Gold, vous le retirez, monsieur? Très bien. Donc cet amendement 27 rectifié est retiré. Toujours un article additionnel après l'article 1er B, l'amendement 17 rectifié, c'est Madame Galli qui va nous le présenter. Oui, nombreux sont les marchands de sommeil qui s'assurent d'un niveau élevé de rentabilité de leur logement grâce aux aides financières de la caisse d'allocation familiale. Depuis 2014, la loi ALUR donne le droit à la caisse d'allocation familiale de suspendre jusqu'à 18 mois toute aide financière au logement si un logement est considéré comme insalubre ou indécent afin d'obliger les propriétaires à réaliser des travaux nécessaires. Malheureusement, les moyens alloués à la CAF pour contrôler ces logements ne sont pas assez importants. Par conséquent, les cas de procédure de suspension allant à leur terme se font rares. Il s'agit d'un problème majeur pour les victimes des marchands de sommeil. Lorsque leur plainte à la CAF n'aboutit pas sur une suspension des aides, les occupants peuvent faire l'objet malheureusement de pressions et de menaces de la part de leurs propriétaires. Il est donc important qu'un état des lieux soit réalisé et ainsi faire en sorte que le recours à cette disposition soit plus largement étendu. Quel est l'avis de la commission, Madame la rapporteure? Alors je donnerai à cet amendement un avis de sagesse, même si effectivement, vous le savez, le Sénat, et bien évidemment je ne déroge pas à cette règle, nous ne sommes pas favorables à la demande de rapport, mais en l'occurrence effectivement la question que vous posez, l'objet de votre amendement interpelle pour le moins, donc je donnerai un avis de sagesse et peut-être que le gouvernement sera plus à même de nous apporter une réponse plus précise. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Merci Madame la Présidente. Madame la Sénatrice, je crois que le sujet que vous levez est profondément important. Je ne suis pas un fan de rapport, mais au regard de l'importance du sujet que vous évoquez et du fait que je ne suis pas en mesure de vous apporter les éléments à même de vous rassurer au moment où je vous parle, enfin des éléments de précision, j'émettrai également un avis de sagesse à votre amendement. Je vais mettre au voie cet amendement avec 2 avis de sagesse. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. À l'article 1er grand C, nous avons un amendement numéro 32 et c'est Madame la rapporteure qui va nous le présenter. Un amendement rédactionnel, Madame la Présidente. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Je vais mettre aux voix cet amendement 32 avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement 8 rectifié bis, c'est Madame Guillemot qui va nous le présenter.
Je vous remercie, Madame la Présidente. Nous avons en effet discuté avec les associations et notamment la Fondation Abbé Pierre qui considère qu'il serait souhaitable de profiter du déplacement d'un agent pour dresser un bilan de l'état général de l'immeuble. Il est en effet très fréquent que l'insalubrité d'un logement ne soit pas une situation isolée et concerne en réalité l'ensemble de l'immeuble. Cet amendement est pragmatique. Il s'agit de permettre à l'agent missionné par le maire ou le représentant de l'État suite à un signalement par un particulier de constater dans un document séparé les désordres qu'il a pu observer lors de son déplacement sur la situation générale du bâti. Cela permettra aux autorités compétentes d'avoir une meilleure appréciation de la situation et d'envisager des mesures, y compris en l'absence de signalement express des occupants. Merci. Quel est l'avis de la commission, Madame le rapporteur? L'avis est favorable. Comme le dit Madame Guillemot, l'amendement est pragmatique, mais il va aussi dans le bon sens. Donc voilà, avis favorable de la commission. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement? J'aurai le même avis, un avis favorable, pour les mêmes raisons. Non, mais je pense que le sujet que vous abordez est effectivement un sujet très souvent mis en avant par les associations et profitant de la visite par l'agent de l'État sur l'insalubrité, le fait de pouvoir donner justement des informations sur le bâti me paraît de bonne loi, très pragmatique et à soutenir. Je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis favorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Un amendement 28 rectifié, c'est Monsieur Gold qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. L'article 193 de la loi Elan a introduit l'obligation pour l'agent immobilier et pour le syndic de copro de saisir le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de constituer une atteinte à la dignité humaine ou au non-respect d'un arrêté d'insalubrité ou de péril. De son côté, le notaire a uniquement l'obligation de signaler la non-conclusion d'une vente d'un bien immobilier lorsque la personne a déjà été condamnée. Les marchands de sommeil se fournissent dans le vivier de biens à rénover, notamment lors des ventes aux enchères, raison pour laquelle la loi Elan a également posé l'interdiction pour une personne ayant fait l'objet d'une condamnation d'acquérir un bien par ce biais. Or, l'efficacité de ces 2 derniers dispositifs repose sur la condamnation encore rare du propriétaire. Afin de repérer les biens potentiellement insalubres ou en péril, le présent amendement prévoit que le notaire chargé d'établir l'acte authentique signale ces faits aux autorités compétentes. Ces dernières pourront apporter une réponse plus rapide par la prescription de mesures ou de travaux. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission? Alors, ce sera une demande de retrait où l'avis sera défavorable, mais je pense que l'amendement peut être retiré parce qu'il est de fait satisfait. Le texte vise déjà à l'alinéa 24 de l'article 1er C, toute personne ayant connaissance de faits relevant l'insécurité ou l'insalubrité d'un bien. Dans toute personne, ça inclut forcément le notaire. Donc, l'amendement est satisfait. Sinon, il y aura défavorable. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement? J'aurai le même avis pour les mêmes raisons. Il n'empêche que nous pouvons aussi rappeler cette obligation du 24e alinéa aux représentants de la profession du notariat pour leur rappeler cette obligation et si vous le souhaitez, je m'engage à leur écrire pour ce faire. Monsieur Gold, vous souhaitez retirer cet amendement? Oui, Madame la Présidente, il est retiré. Très bien, et je vous invite à nous présenter l'amendement suivant qui est le 25 rectifié. Il s'agit, Madame la Présidente, d'un amendement rédactionnel. Quel est l'avis de la commission, Madame la rapporteure? Favorable, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Je vais mettre aux voix l'amendement 25 rectifié avec 2 avis favorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement 33, Madame la rapporteure. C'est un amendement de précision. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Je vais mettre aux voix l'amendement 33 avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement 29 rectifié, Monsieur Gold. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la loi Elan a rendu obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou de l'indemnité d'expropriation ainsi que l'interdiction d'acquérir des nouveaux biens pendant une durée maximale de 10 ans. Le présent amendement vise à rendre obligatoire le prononcé de la peine d'interdiction pour une durée de 5 ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que celle-ci a été utilisée pour commettre l'infraction en matière d'habitat insalubre ou dangereux. Il s'agit ainsi d'empêcher le propriétaire concerné de continuer à alimenter facilement, de par la nature de ses activités, son vivier de logements dégradés. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission?
Alors, l'objet de l'amendement pose une vraie interrogation. Néanmoins, lorsque nous avons examiné la loi Elan, nous n'avions pas été jusqu'à l'interdiction automatique de l'exercice d'une profession. La sanction peut pour le moins paraître disproportionnée. Pour autant, je souhaiterais avoir l'avis du gouvernement sur ce point. Eh bien, quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Eh bien, l'avis du gouvernement, c'est qu'effectivement, c'est un débat qu'on a eu pendant la loi Elan, la mesure nous paraît être disproportionnée pour être jugée ainsi. Tout simplement parce que la mesure complémentaire, par exemple, quand vous prenez la durée de cette mesure complémentaire, de cette sanction complémentaire, sa durée est même supérieure à la durée de la peine de prison que la personne incriminée pourrait subir. Et donc, à ce titre, le volet disproportionné sera très certainement mis en place. Et l'autre point, une sorte de pratique, si j'ose dire, mais vise à mettre en avant que lorsque il est considéré comme disproportionné une telle mesure, parfois ou peut-être trop souvent, le juge à ce moment-là exonère de cette peine complémentaire du fait même du volet disproportionné de la mesure. Donc je crois que pour ces deux arguments, il nous paraît préférable, ma position d'un retrait sinon défavorable. Madame Guillemot, il est retiré l'amendement. Monsieur Gold vient de me le signaler. Monsieur Gold, le 30 rectifié bis. Non, par cet amendement d'appel, puisque les peines accessoires ont fait l'objet de suppression en vertu du principe d'individualisation des peines, nous souhaiterions que la justice soit plus tolérante avec le propriétaire non occupant qui, de mauvaise foi, ne rénove pas son patrimoine immobilier. Il propose donc que le juge ne puisse pas écarter l'application des peines complémentaires lorsque le bien insalubre ou en péril n'est pas occupé par le propriétaire. Madame le rapporteur, quel est l'avis de la commission ? Alors là, ce sera un avis défavorable. Vous souhaitez limiter cette dérogation au seul cas où le propriétaire est l'occupant de biens. Le principe d'individualisation des peines est un principe constitutionnel. Déjà, dans le cadre de la loi Elan, nous avons poussé le principe d'une peine automatique aussi loin que possible. Pour autant, le présent amendement que vous nous proposez me paraît poser de sérieux principes et risque d'inconstitutionnalité. Donc l'avis sera défavorable. Même avis. Monsieur Gold. Je retire, Madame la Présidente. Vous retirez le 30 rectifié bis. Eh bien, je vais mettre aux voix l'article 1er grand C, qui est pour son adoption, qui est contre, il est adopté. L'article 1er grand D, un amendement 11 rectifié quater, Madame Noël va nous le présenter. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Actuellement, les outils à disposition des élus locaux face à des copropriétés dégradées sont assez peu opérationnels. L'objet de cet amendement est de renforcer le pouvoir des maires en amont du problème, en leur permettant d'avoir une vision d'ensemble des copropriétés mises sous administration provisoire par le biais d'outils dont les modalités de fonctionnement et d'accès resteront à définir. Il faut en effet savoir que bien souvent, la seule solution pour les maires de connaître avec précision l'état d'une copropriété privée, eh bien, c'est d'acquérir un lot dans ces copropriétés afin d'avoir un accès direct de l'intérieur de ces copropriétés. L'objet donc de cet amendement est de doter les élus locaux d'un outil opérationnel pour assurer le suivi et la surveillance de ces copropriétés. Je vous remercie. Merci. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission ? Alors, je demanderai à notre collègue un retrait, sinon l'avis sera défavorable. Pourquoi ? Parce que votre amendement est déjà satisfait par le droit actuel. Le registre des copropriétés est aujourd'hui complètement accessible aux élus et qui donc peuvent avoir donc directement toutes les informations sur ces copropriétés. Les maires sont également déjà informés de la saisine du tribunal lorsque la situation de la copropriété nécessite un placement sous administration provisoire et de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire. Donc véritablement, votre amendement est aujourd'hui d'ores et déjà satisfait par le droit actuel. Donc retrait ou défavorable. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement ? J'aurai le même avis pour les mêmes raisons. Madame Noël, souhaitez-vous retirer cet amendement ? Merci. Donc le 11 rectifié quater est retiré. Je vais mettre aux voix l'article 1er grand D qui est pour son adoption. Qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 1er grand E qui est pour son adoption, qui est contre,
Il est adopté. Un article additionnel après l'article 1er grand E, l'amendement 24 rectifié bis, Monsieur Gold. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Pour pouvoir résoudre un problème d'habitat insalubre, il faut dans un premier temps faire élaborer un diagnostic, puis solliciter des aides financières souvent illisibles et complexes, et enfin engager et superviser les artisans chargés de réaliser les travaux, tout en gérant un relogement parfois inévitable. Cet amendement vise plus spécifiquement à aider les propriétaires isolés et précaires dans leur démarche du diagnostic au suivi de chantier en passant par les demandes d'aide financière. Dans le cas de personnes fragiles, en effet, toutes ces démarches peuvent être un frein à la prise de décision. Le recours à une personne référente mise à disposition par la collectivité permettrait ainsi de sortir de l'insalubrité ou de l'insécurité un certain nombre de locataires. Il s'agit par ailleurs à la fois d'une question de santé publique et d'écologie, puisque, en aidant les propriétaires, nous favorisons les travaux d'isolation des bâtiments qui réduisent ainsi la consommation d'énergie. Merci. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission ? Alors, l'avis de la commission sera un avis favorable parce que le dispositif que vous proposez dans votre amendement est proche du dispositif du parcours de performance énergétique, ce qu'on a appelé le PREP, que nous avons vu plus particulièrement dans la commune de Montfermeil, et qui nous semble effectivement très intéressant en matière de prévention. Et alors, dès lors qu'il s'agit d'une faculté pour les collectivités, non pas d'une obligation de désigner un référent en matière d'habitat indigne, effectivement, la Commission a souhaité donner un avis favorable parce que c'est une possibilité, non pas une obligation. Ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Merci Madame la Présidente. J'aurais un avis de sagesse sur cet amendement. Parce que sur le fond, vous avez raison, nommer un tel référent peut être une très bonne chose. Et effectivement, comme le dit Madame la rapporteure, ça n'est plus une obligation mais une faculté. Mais dès lors que cela est une possibilité, il me semble qu'en fait, rien ne justifie de l'inclure dans la loi, dans la mesure où c'est déjà possible. Donc j'aurais un avis de sagesse et m'en remettrai à l'avis éclairé de cette haute assemblée. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Laménie, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, je m'exprimerai sur cet amendement qui, naturellement, est un amendement aussi de bon sens qui va réellement dans un sens positif, parce que c'est vrai que malheureusement, on le voit, au niveau des liens, État, collectivité locale, c'est vrai que mettre en place un référent, et c'est vrai que souvent on manque cruellement d'informations ou de bonnes informations. Il y a des dispositifs qui existent et on ne les connaît pas forcément. Après, sur ces sujets extrêmement sensibles, on l'a vu, tous les collègues qui se sont exprimés l'ont rappelé, même aussi malheureusement tous les drames qui ont été vécus, et pour que cela ne se reproduise pas, je crois qu'il y a un travail particulièrement important à faire. Et naturellement, cet amendement va positivement pour essayer de répondre aux attentes. Et c'est vrai que le partenariat des collectivités locales, quelle que soit la taille des collectivités locales, et on s'aperçoit que souvent on dispose pas forcément de tous les moyens. Après, tout reste sur les moyens financiers, parce que malheureusement tout est financier, on le voit. Les dispositifs qu'on peut voir en commission des finances, qu'on examine la loi de finances, là-dessus, franchement, il y a, même s'il y a du travail qui est fait, il en reste aussi beaucoup à faire, et c'est vrai que je soutiendrai aussi naturellement cet amendement. Très bien, je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis favorable de la Commission, un avis de sagesse du gouvernement qui est pour son adoption. Qui est contre? Il est adopté. Toujours un article additionnel après l'article 1er grand E, un amendement 13 rectifié quater. Madame Noël va nous le présenter. Oui, merci Madame la Présidente. Comme l'a souligné très justement notre rapporteur, un axe de travail intéressant peut se situer dans le renforcement du rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.
Il pourrait être également intéressant d'intervenir là aussi en amont, sans attendre que le bâti soit dans un état pouvant être jugé dangereux par ses occupants, notamment en simplifiant la procédure de mise en œuvre d'un état de carence. Ces simplifications se doivent bien entendu de respecter le principe du droit de propriété, mais la temporalité est un enjeu important dans ce type de situation. Cet amendement vise donc à imposer un délai plus court dans la remise du rapport d'expertise lorsque la procédure est enclenchée. Par ailleurs, il faut souligner que l'expert désigné pour constater la situation de la copropriété rencontre en pratique des difficultés à obtenir les comptes de la copropriété auprès des syndics. Mon amendement prévoit donc que le syndic devra donc fournir les documents nécessaires sous peine de paiement d'astreinte d'un montant maximal de 200 € par jour de retard. Merci. Merci. Quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure? L'avis de la commission sera un avis favorable, puisque dans la continuité des dispositions que nous avons déjà adoptées en commission, l'amendement que propose Sylviane Noël vise effectivement encore à accélérer la phase d'instruction, va dans le bon sens, et donc nous sommes bien sûr favorables à ces mesures. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci Madame la Présidente. J'aurais aussi un avis favorable. Je pense que la mesure que vous proposez, Madame la Sénatrice, va dans le bon sens et je la soutiens. Je vais mettre aux voix l'amendement 13 rectifié quater avec 2 avis favorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Toujours un article additionnel après l'article 4 ter. 4 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 22 rectifié, Madame Guillemot. Pardon, excusez-moi, j'aurais dû lever la tête. Madame Conconne, Catherine Conconne. Merci, Présidente. Monsieur le ministre, si on devait décerner la palme de la fausse bonne idée au gouvernement, on pourrait choisir l'APL accession. Franchement, la suppression de ce dispositif qui accompagne les ménages à faible revenu a été vraiment une fausse bonne idée. Récemment, lors de la conférence logement au ministère de l'Outre-mer, vous nous avez promis de réparer. J'ai entendu le président de la République faire son mea culpa sur ce dispositif supprimé lors du grand débat. Nous attendons de vous un certain nombre d'explications. Et nous voilà ce soir contraints à faire des contorsions. Faire des contorsions pour essayer de vous expliquer, via une demande de rapport, comment on peut vous interpeller sur le fait que l'APL accession doit être établie. Doit être établie. Je ne dis pas peut être établie, mais doit être établie. Et si vous aviez encore un doute sur la nécessité de cet accompagnement de l'État pour les ménages modestes, je vous invite à la Martinique. Je vous invite à venir voir un pays où, en 1848, l'abolition de l'esclavage décide de libérer, entre guillemets, je mets de gros guillemets pour beaucoup de raisons, des gens qui n'ont rien, sinon leur force de travail. C'est ce qu'on appelle les cintieras en Amérique latine. Des gens qui sont poussés hors des habitations parce que désormais il faudra les payer. Et puis qu'un commence à se reconstruire une vie. Et il se pose ici ou là, sur la terre de l'autre, sur la terre de la ville, sur les 50 pas géométriques, sur le littoral. Et ils font comme ils peuvent, de briques et de brocs, avec leurs maisons, quelques planches, quelques tôles, qu'ils améliorent au fur et à mesure. Et au final, ça donne quoi? Des gens pour qui l'accession aux droits sociaux a été très longue. On est encore au stade de décret à écrire pour l'égalité réelle outre-mer. Mais ces gens, une fois à la retraite, 70, 80 ans, ils touchent 300, 400, 500 € de retraite. Cette APL accession rentrait et pouvait augmenter leur reste à vivre parce que leur permettait en tout cas d'aller faire un prêt et de pouvoir réhabiliter des maisons. Madame le rapporteur, Madame la présidente de la Commission des affaires économiques ont pu voir ce que c'est que l'habitat spontané sous nos yeux. Et aujourd'hui, vous avez eu la fausse bonne idée de supprimer cet accompagnement de l'État. Alors là, je fais une contorsion. On ne pourra pas demander le rétablissement puisqu'on va nous jeter à la figure article 40, c'est budgétaire, etc. Ce que je comprends. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le ministre? En tout cas, cet amendement est pour demander un rapport pour montrer et démontrer que la suppression de l'APL accession était une très fausse bonne idée. Pour un amendement identique numéro 34, Madame Dominique Estrosi Sassone, au nom de la Commission.
Alors bien sûr, je souscris pleinement à l'intervention de notre collègue Catherine Conconne. Je lui apporte de nouveau, ainsi que la présidente Sophie Primas, tout notre soutien parce que nous avons vu de nos propres yeux, effectivement, les conséquences et l'impact considérable qu'avait plus particulièrement dans l'outre-mer la disparition de l'APL accession. Aujourd'hui, il y a des opérations de résorption de l'habitat indigne qui sont soit ralenties, et encore elles sont très peu nombreuses à être ralenties. La plupart d'entre elles sont aujourd'hui complètement stoppées depuis que l'APL accession a été supprimée, que vous avez supprimé l'APL accession dans la loi de finances pour 2018. Alors c'est une économie pour le budget de l'État d'environ 50 millions d'euros, mais je vous assure, Monsieur le Ministre, au vu du nombre considérable d'opérations qui ne se font pas, qui ne se feront pas, qui laissent un certain nombre de nos concitoyens dans des situations d'habitat spontané qui sont véritablement inhumaines et qui ne correspondent pas, en tout cas, à ce qu'on peut attendre pour ces personnes-là, qui n'aspirent qu'à une seule chose, c'est à être propriétaires. Mais pour qu'elles soient propriétaires, il fallait qu'elles aient cette aide de l'APL accession qui leur permettent effectivement de devenir propriétaires. Et on a vu dans tous les témoignages de ces personnes, dont Marie-Thérèse, chère Sophie, effectivement, son seul souhait, c'était de quitter cet habitat informel dans lequel elle se trouvait depuis de si longues années, mais à condition qu'elle puisse devenir propriétaire. Et faute d'APL accession, elle ne pourra pas, en tout cas pas dans l'immédiat, sauf si vous nous annoncez pour la prochaine loi de finances. Et bien évidemment, on sera de nouveau tous mobilisés pour demander le rétablissement de l'APL accession. Alors, c'est stopper des opérations de résorption de l'habitat indigne complètement, mais c'est également un impact considérable de la suppression de l'APL accession sur la réalisation de travaux pour les propriétaires occupants très modestes qui, de fait aussi, ne peuvent plus les réaliser. C'est la raison pour laquelle, parce que nous ne sommes pas dans une loi de finances, parce que nous ne pouvons pas demander le rétablissement de l'APL accession comme nous l'avons fait dans les lois de finances précédentes et comme nous le ferons de nouveau dans la prochaine loi de finances, eh bien, même si nous ne sommes pas favorables à des demandes de rapport, nous n'avons vu que cette solution, c'est-à-dire l'amendement que vient de présenter Catherine Conconne. L'amendement que je vous propose en ma qualité de rapporteur, c'est de prévoir la remise d'un rapport au Parlement présentant les solutions permettant justement de remédier aux conséquences de la suppression de l'APL accession sur la réalisation des travaux par les propriétaires occupants et plus particulièrement par les propriétaires occupants très modestes, mais également sur tout ce qui touche à la lutte contre l'habitat indigne, notamment en Outre-mer. Le rapport présente également les avantages et les inconvénients d'un rétablissement de l'APL accession. Et au regard de l'urgence de la situation, vraiment, nous demandons aussi à ce que le gouvernement puisse remettre son rapport dans un délai de 3 mois à compter de la présente promulgation de la loi. L'amendement numéro 18 n'est pas soutenu. Le 9 rectifié, Madame Conconne. Oui, l'amendement qui a été présenté par Madame le rapporteur et par ma collègue que j'ai repris, dont l'auteur est ma collègue Annie Guillemot, font le job. Mais je vais me saisir de ce temps qui m'est offert pour féliciter l'excellent travail qui a été fait par la Commission des affaires économiques et en particulier par la présidente Sophie Primas et la rapporteure de cette loi, Dominique Estrosi. Je peux vous dire que leur présence à la Martinique a été vraiment remarquable. Le travail a été fait avec précision. Elles ont été extrêmement à l'écoute et attentives de situations qui sont très particulières. Lorsqu'on parle d'habitat insalubre et indigne en France hexagonale, ça n'a pas le même écho chez nous. Il faudra parler d'habitat spontané, de choses qui se sont faites. Et il n'y a pas meilleure empreinte de l'histoire de la Martinique que son logement. C'est vraiment l'empreinte de l'histoire. Lorsqu'on voit le logement, eh bien, c'est toute l'histoire de ce pays qui se déroule devant vous. Donc, elles ont pris le temps de venir.
parce qu'il n'y a pas de situation similaire en France hexagonale. Il fallait trouver les mots, il fallait trouver la manière d'exprimer un contexte très particulier. Et je tiens, mesdames, à vous remercier très solennellement d'avoir accepté d'être venues voir l'exception, d'être venues voir la singularité, d'avoir compris ces populations et d'être aujourd'hui nos meilleures ambassadrices pour dire que la suppression de cette APL accession était, une fois de plus, je le répète, une très, très fausse bonne idée. Madame le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur le 9 rectifié? Madame la Présidente, j'accepte de retirer mon amendement puisque je le considère comme satisfait par les deux précédents. Le 9 rectifié, alors. Donc, je consulte l'avis du gouvernement sur les deux amendements identiques. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice, Madame la rapporteure, bon, c'est un sujet qui effectivement fait l'objet de cet amendement d'appel, mais on aura les débats dans le cadre du projet de loi de finances. Vous m'avez déjà entendu le dire, l'appel accession dans les territoires, nos territoires ultramarins, a eu un effet sur l'habitat indigne, sur la lutte contre l'habitat indigne, qui dépassait totalement la réforme de l'APL accession. Dit autrement, la grande différence de l'APL accession sur le territoire métropolitain avec les territoires ultramarins, c'est que sur les territoires ultramarins, c'est l'APL accession qui permet de lutter encore plus contre l'habitat indigne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris un engagement, c'était dans la réforme de l'APL accession de faire en sorte qu'un système périodique puisse être mis en place pour finaliser tous les dossiers en cours et accompagner sur le début de l'année 2019. Puis on avait pris un deuxième engagement, c'est que une mission soit diligentée avec le CGEDD, enfin les experts de la question, qui puissent remettre des recommandations, des préconisations. Moi, je m'engage à, si vous le souhaitez, à vous transmettre pour justement éclairer les débats qu'on aura dans le cadre de la projet de loi de finances, les travaux de ce corps de conseil ou d'inspection. Ça me paraît très important. Pour le reste, on avait pris un troisième engagement, mais d'ailleurs dans le cadre des assises du logement ultramarin auquel vous participiez avec ma collègue Annick Girardin, à voir quel pouvait être le système pérenne de lutte contre l'habitat indigne. C'est les travaux que éclaire notamment cette mission du CGED. Au moment où je vous parle, on n'a pas atterri. Je ne peux pas vous dire quel est le système définitif qu'il nous faut mettre en place. Et on le fera dans le cadre de la loi de finances, mais encore une fois, pour ce travail qui soit constructif, qu'on arrive à trouver les meilleures solutions. Si vous le souhaitez, je m'engage à vous transmettre les informations dont moi je dispose dans le cadre de ce rapport, parce que je crois que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Monsieur Fabien Gay, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Je ne veux pas retarder nos débats parce que l'heure est tardive. Je suis désolé, Monsieur le Ministre. On a deux amendements d'appel. C'est pour qu'on ait une réponse claire et un peu avancée. Franchement, nous dire on renvoie ça au débat budgétaire, c'est un peu court. Est-ce que oui ou non, vous admettez que c'était, moi je ne dis pas une fausse bonne idée, une mauvaise idée du tout. Une très mauvaise idée. Et qui a eu des conséquences néfastes partout. Oui ou non? Et si vous êtes d'accord avec nous, je ne vous dis pas de prendre un engagement ferme et définitif aujourd'hui. On sait bien que c'est un peu plus complexe que ça. Mais déjà vous dire, on va y travailler sérieusement. Parce que là, franchement, sinon c'est plus la peine qu'on ait un débat, et on a souvent un débat sérieux avec vous. Mais là, franchement, la réponse est un peu courte. Et puisqu'il me reste 45 secondes, j'appuie nos collègues d'outre-mer. Moi, je me suis rendu en Guyane au mois d'avril. Je suis pourtant élu de Seine-Saint-Denis. C'est quand même une situation que je n'avais jamais vue. Du logement éphémère, spontané, en réalité des bidonvilles. Partout, qui poussent, en territoire français. Là, ça a été, évidemment, il n'y a pas que la question de l'APL accession, mais là, pareil, c'est quels moyens nous allons mettre pour résorber ça. Et d'ailleurs, je bénéficie, puisque j'ai encore quelques secondes, parce que j'ai eu le débat avec le secrétaire général de la préfecture, il a dû vous le faire remonter,
sur le débat sur la loi Elan. Et je lui ai dit que j'étais opposé avec mon groupe sur le fait de pouvoir démanteler les bidonvilles très rapidement, parce que sur une question, si vous le faites, mais que vous ne proposez pas de relogement et une solution pérenne, bah, il repousse quelques semaines après 200 mètres plus loin. Et il m'a dit, c'est vrai, vous avez raison, on est face à une situation, si nous ne construisons pas du logement durable, on peut expulser les gens, mais en réalité, demain, on pousse la misère un peu plus loin. Donc là, il va falloir un engagement sérieux de votre part et des moyens mis sur la question de la résorption du logement insalubre et notamment en logement outre-mer. Je vous remercie. Merci. Madame Lienemann pour explication de vote. Je pense que sur cette affaire de l'accession et de l'APL accession, le président de la République a dit des choses extrêmement précises pendant le grand débat. Donc, monsieur le ministre, considérez-vous que le président de la République a bien dit qu'il regrettait qu'on ait supprimé l'APL et considérez-vous que c'est un engagement de le restaurer? C'est ce que tout le monde a compris. Et donc, comme on nous explique que le grand débat, c'était un moment déterminant pour montrer l'écoute, je considère, après avoir repris les bandes de ce qu'avait dit le président de la République, que c'était quasi un engagement. Donc, que vous ne nous disiez pas à quel niveau et autres, quelle est votre analyse de ces propos du président? Considérez-vous que c'est un engagement? Deuxième point, le ministère de l'Outre-mer est souvent quand même bien en retard pour agir sur ces sujets. Il y a une proposition qui a été faite d'un produit d'accession progressive à la propriété en tenant compte des revenus des gens. Il y a l'APL, bien sûr, mais comme ces gens qui ont des revenus très modestes, il y a des systèmes de glissement du remboursement de l'emprunt qui est adapté au niveau de la ressource des gens. Et quand ils reviennent en bonne fortune, c'est un peu plus cher. Quand ils ont des difficultés, c'est un peu moins cher. Cette mesure est en train d'être expérimentée. On a demandé au ministère de l'Outre-mer de nous aider à faire cette expérimentation à une échelle un peu plus importante. Elle va commencer en Guyane, mais on pourrait commencer en Martinique ou en Guadeloupe, parce que c'est des mécanismes qui existent dans d'autres pays, notamment des pays très pauvres, et que le rapport à l'accession à la propriété est notamment en Guyane d'un autre ordre que, par exemple, chez nous en France, en Hexagone. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut aussi que du côté du ministère de l'Outre-mer, ils aient une vision plus innovante des produits d'accession à la propriété très sociale. Madame Conconne, pour explication de vote. Oui, monsieur le ministre, je suis déçue. Votre réponse, on n'a pas atterri, on réfléchit. On est mi-juin, monsieur le ministre. On est mi-juin. L'été arrive avec sa cohorte d'absence, de vacances parlementaires, etc. Octobre, on commencera à parler. En septembre, on sera omnibulé par la réforme constitutionnelle. Octobre, on commencera par les budgets. Et à quel moment on aura quelque chose? On va nous soumettre un élément. Vous avez supprimé l'APL accession sans alternative. Et 6 mois plus tard, vous nous dites on n'a pas atterri. Mais je vous prends en flagrant délit de carence, monsieur le ministre. En flagrant délit de carence. Qu'est-ce que je vais dire en rentrant aux habitants de Nord-Plage ou Macouba, aux habitants de Trénel, de Canal-Alaric, aux habitants de Petite-Rivière-Salée, à Trinité, ou de Ré-Noir au Robert? Je vais leur dire, le ministre n'a pas atterri et les dossiers sont en train de s'accumuler dans les bureaux de la DEAL et des opérateurs sociaux. Quand on supprime, monsieur le ministre, un dispositif qui concerne des personnes qui sont en grande difficulté, je rappelle le niveau de revenu, 400, 500, 600 € par mois, pour des personnes qui, pour la plupart, ont plus de 70 ans, on n'enlève pas quand on ne sait pas remplacer. On n'enlève pas quand il n'y a pas d'alternative. On s'adresse à des gens pauvres, en grande difficulté sociale. Alors, permettez-moi de vous dire que je soutiendrai ces amendements parce que, franchement, ce soir, vous avez face à vous une élite déçue. Monsieur le ministre. Non, mais je ne voudrais pas, madame la sénatrice, que vous soyez déçue.
Surtout que là où je vous trouve sévère dans vos propos, c'est que quand je vous dis on n'a pas atterri, c'est je parle du système pérenne. Sur l'année en cours, on a fait en sorte de prendre des dispositions pour pouvoir justement porter les projets qui étaient initiés et aller à bon port avec. Mais la question fondamentale, c'est comment demain on arrive à avoir un dispositif pérenne sur le financement de la lutte de la salubrité. On sait que pour lutter contre la salubrité, l'accession est très clairement un des moyens les plus performants. Et c'est là où je dis on n'a pas atterri, c'est-à-dire sur quel va être le dispositif pérenne qu'il nous faut mettre en place. Et c'est là où on a des propositions qui viennent de nous être faites. Et c'est là où je vous propose de les partager ensemble pour voir quelles peuvent être les meilleures solutions. Et c'est là où, pour répondre également au sénateur Gay, il y a très peu de temps, vous étiez là, on a annoncé avec Action Logement un plan de relance pour le logement, 9 milliards d'euros. Dans les 9 milliards d'euros, on consacre 1,5 milliard à la rénovation et à la construction de logements, parce que le constat que vous faites en Guyane, vous avez 1000 fois raison, 1000 fois. 1,5 milliard à la construction de logements dans nos territoires ultramarins. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas fait ça, objectivement? Combien de temps? Alors, est-ce que du jour au lendemain, tout va changer? Non, j'ai l'humilité de dire que non, mais on est en plein dedans. Et donc, ne sortez pas, surtout pas déçus. Et au contraire, moi, je fais une proposition de continuer et poursuivre le travail sur le sujet. On peut me reprocher les décisions qu'on a prises sur ce sujet. Par contre, je crois que vous savez quel est mon état d'esprit et la volonté de travail pour trouver les meilleures solutions. Et donc, je m'engage à le faire. Évidemment, et ce n'est pas pour balayer d'un revers de la main, et vous le savez très bien, monsieur le sénateur, non, c'est ni mon genre, ni la réalité, vous le savez bien, et que ces dispositions, elles sont évidemment discutées en loi de finances, mais ça se prépare. Madame Guillemot, pour explication de vote. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Moi, je voudrais bien sûr réaffirmer ce que vient de dire Catherine Conconne, mais je crois que c'est l'ensemble de la Commission, d'ailleurs, qui va vous le dire, parce que il y a effectivement urgence. Et vous dites que vous avez pris des engagements qu'on reverra, mais c'est bien l'ensemble du logement qui est en crise aujourd'hui. Et lors de l'audition que nous avons eue sur la politique de la ville, nous avons vu aussi la réforme de l'APL qui n'est toujours pas en cours, enfin, etc. Donc je crois qu'il y a un certain nombre aujourd'hui de projets ou d'actions qui ne sont ni les bonnes qu'il fallait prendre. Moi, je pense qu'il y a des erreurs, notamment sur l'APL accession. Et je voudrais revenir aussi sur ce que vous avez dit sur l'APL, pas seulement en Outre-mer. Pour avoir, par exemple, démoli des grandes barres, on sait qu'il y a 30 à 40 familles sur 400 qui peuvent accéder. Le taux moyen sur ces 40 familles d'APL accession, c'était 180 à 185 euros par mois. Mais ça leur a permis, avec une aide au foncier de la métropole de Lyon et de la ville de Bron, de pouvoir acquérir. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus. L'APL accession, qui coûte effectivement que 50 millions d'euros sur le budget, permettait à des familles dont le logement était démoli dans le cadre des programmes ANRU de pouvoir acquérir. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est en panne, et le PTZ, bien sûr. On est en panne aujourd'hui parce qu'on va s'apercevoir que sur les programmes ANRU, nous n'arrivons plus, alors que les collectivités et les EPCI ou la métropole font beaucoup d'efforts sur l'aide aux fonciers, nous n'y arrivons pas. Donc je crois que c'est une grave erreur. La réforme de l'APL, la non-revalorisation de l'APL qui va être de 0,3% au lieu de 1,8%, etc., etc. Et ce que dit Catherine Conconne, je crois qu'il faut l'entendre, c'est que malheureusement, Monsieur le Ministre, ça frappe les plus pauvres des plus pauvres. Bien, mes chers collègues, je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques avec un avis favorable de la Commission, un avis défavorable du Gouvernement. Qui est pour leur adoption? Qui est contre? Ils sont adoptés. Toujours un article additionnel avant l'article 7, avec deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune.
L'amendement 5 rectifié, Madame Guillemot va nous le présenter. Merci Madame la Et Présidente. Également, Madame Guillemot. Tout à fait, je vous fais les deux. L'indemnité représentative des frais engagés pour le relogement en cas de défaillance du propriétaire est limitée actuellement à 1 an de loyer prévisionnel. Il est proposé de renforcer le dispositif d'indemnisation dû par les propriétaires indélicats ou marchands de sommeil. Cet amendement propose en effet de porter l'indemnité de relogement à 18 mois de loyer au lieu d'1 an et sans aucun état d'âme. Il permet également au maire d'imposer au propriétaire ou à l'exploitant défaillant de s'acquitter d'un droit de réservation auprès d'un organisme HLM. Finalement, c'est comme une réquisition. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire une réquisition avec un marchand de sommeil. Alors que les procédures de judiciaire sont très longues avec des résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, cette proposition permettra à l'autorité compétente de sanctionner plus fortement le marchand de sommeil qui aura exploité pendant des années des personnes en situation d'extrême vulnérabilité et qu'il paye 15 000 € ou 13 à 15 000 € de droits de réservation auprès d'un organisme HLM, pour moi, serait une bonne leçon. Je peux défendre également donc l'amendement numéro 6 rectifié, qui est un amendement de repli qui propose seulement de porter l'indemnité de relogement à 18 mois de loyer au lieu d'1 an. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements? Alors, sur ces deux amendements, l'avis sera une demande de retrait ou un avis défavorable. Sur le premier amendement, l'amendement 5 rectifié, alors vous demandez d'une part à ce que, en l'absence de critères, le choix du maire ou du préfet, je pense que ça peut être sujet à contentieux. Je m'interroge également sur le fait d'imposer un droit de réservation. C'est vrai que ça me semble particulièrement complexe à mettre en œuvre sur le plan opérationnel. On va multiplier du coup les réservataires pour les bailleurs sociaux. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui va dans le sens d'une simplification. Et puis, je me suis longuement interrogée sur l'augmentation de l'indemnité d'1 an à 1 an et demi. Néanmoins, nous avons donc retenu le paiement d'1 an de loyer, ce qui n'est pas anodin, et je vous propose d'en rester là. Et sur votre deuxième amendement, puisque c'est un amendement de repli, là aussi je propose d'en rester à 1 an de loyer. C'est déjà assez conséquent. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Merci Madame la Présidente. Madame la Sénatrice, j'aurai le même avis pour les mêmes raisons, tout en sachant que dans l'amendement de repli, la question pourrait être de se dire on vise que les bailleurs indélicats ou les marchands de sommeil. Mais là, ça renvoie à la même discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire l'applicabilité de la chose qui est extrêmement complexe en ce sens. Donc, partageant encore une fois le combat, je pense que il est très difficile d'opérer favorablement à l'amendement que vous proposez, donc retrait sinon défavorable. Je consulte Madame Guillemot. Je vous remercie. Non, je les maintiens. Moi, je pense que il faut porter au porte-monnaie, parce que sinon, on va continuer. Et ils auront toujours, je le répète, une longueur d'avance. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop qu'on réfléchisse à tout ça et qu'on aille. La seule façon, c'est de toucher à leur porte-monnaie. Je vais mettre aux voix l'amendement 5 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Même vote pour l'amendement 6 rectifié avec 2 avis défavorables. Il n'est pas adopté. Je mets